à nouveau, une fois de plus, bravo. Et je suis super content que tu continues et que tu travailles. Gros travail sur soi. On a beaucoup travaillé ces dernières sessions sur le respect de soi. Apprendre à s'aimer. Savoir, lorsque je vais prendre une décision, quelle décision prendre pour me respecter, pour m'aimer. Good. On va attaquer maintenant l'autre axe, l'axe de la relation. Si tu te rappelles notre schéma, je me respecte, je respecte l'autre. Laisse-moi partager. Voilà. Et donc, je parle bien que je viens de faire un lapsus, je parle bien du respect de la relation et non pas de l'autre. D'accord ? Donc, c'est vraiment toute la particularité. Ça m'a pris longtemps à comprendre parce que constamment, dans ma vie, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je respecte l'autre, que ma limite s'arrêtait où la limite de l'autre commençait. Du sens, tout ça. Mais comment je peux respecter l'autre? Comment je peux savoir ce que l'autre veut, vu qu'il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi et il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour lui ou elle? Donc, comment je peux décider de respecter l'autre alors que je ne comprends pas ce dont il a besoin, ce qui est bon pour lui? Donc, c'est un leurre. Vouloir penser que je peux respecter l'autre, c'est croire que moi, je sais ce qui est bon pour l'autre, et à partir de là, je rentre dans ce qu'on appelle des jeux de pouvoir. Alors, on va dire, oui, avec les enfants, c'est normal. À quelque part, l'adulte, oui, a un rôle protecteur. Rappelez-vous, espace de survie, rôle protecteur. Et en tant que protecteur, je crois savoir ce qui est bon pour toi. Ça marche pendant les premières années, ça marche en tant qu'enfant, on accepte ça pendant, allez, 7, 8 ans maximum. Et après, non. On commence à dire, c'est bon, ça c'est toi qui penses que c'est comme ça. Moi, je sais ce qui est bon. Et rappelez-vous, on va vivre la crise de l'adolescence pour dire quoi? Non, tu sais pas, toi, ce qui est bon pour moi. Moi, je sais ce qui est bon. Moi et mes copains, on sait. Ceux qui sont comme moi, on sait. Toi, tu n'es pas comme nous. Et donc, c'est là qu'on se construit. Donc, croire, je répète, parce que c'est hyper important de comprendre ce truc-là. Je ne peux pas respecter l'autre. Lorsque je crois que je vais pouvoir respecter l'autre, c'est que je crois ce qui est bon pour lui et à partir de là, je prends du pouvoir sur lui, je prends du pouvoir. Je l'empêche, lui ou elle, de cheminer dans sa lumière. Toute l'aberration qu'il y a. C'est pour ça que certains qui disent « oui, mais moi j'aimerais aider les autres » et s'oublient pour faire plaisir aux autres. Mais on ne sait pas ce qui fait plaisir à l'autre. Et c'est ce qui crée tous les problèmes dans les relations, c'est ce qui crée toutes les tensions dans les relations, beaucoup de tensions dans les relations. C'est qu'on ne se comprend pas. Et on va dire, ouais, mais j'ai fait ça pour te faire plaisir. Mais qu'est-ce que j'en sais de ce qui te fait plaisir? Il n'y a que toi qui sais. Et il n'y a que moi qui sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Oui, c'est toute la question. Pourquoi l'humain est un animal hyper social? Ben, si on revient, qu'on est ici pour évoluer, pour cheminer et devenir de plus en plus, on va dire, éveillé, pure lumière, pour connecter de plus en plus à notre amour, ben, j'ai besoin de miroirs. J'ai besoin des gens qui vont me challenger, me défier, me mettre dans des situations qui vont me sortir de ma zone de confort. Et quand je suis sorti de ma zone de confort, c'est là que j'ai une occasion d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui est touché en moi que j'ai la peine à accepter, qu'est-ce qui a été blessé, qu'est-ce que je dois pardonner, qu'est-ce que je dois dire merci. Toutes ces choses, d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et on sait bien que l'ego, il va dire non, c'est pas moi, c'est toi, qui va ramener ça chez l'autre. Mais quand on vient dans l'espace d'abondance, on comprend que l'autre, en fait, est un cadeau en permanence. Et quand il va venir et me challenger, me défier dans mes habitudes, dans mon confort, il me donne une occasion d'évoluer, de grandir et de devenir de plus en plus amour. Ce fameux amour inconditionnel avec tout ce qui se passe dans la vie. C'est un chemin. Donc, je répète, le premier axe, je me respecte. Le deuxième axe, je respecte la relation et non pas l'autre. Vraiment, c'est un grand truc
qu'il faut faire un déclic fondamental pour comprendre ça. Et le moment où je dis, mais attends, l'autre, tu gères ta vie, tu es capable. Et je reviens pour Mère Teresa et pour tous ces grands maîtres, parce que Mère Teresa s'occupe des lépreux, la pire des races humaines qu'on peut avoir en Inde, les plus démunis, moins intéressants qu'on puisse trouver. Et elle dit quoi? Elle regarde ces gens et elle les regarde d'âme à âme et elle va leur dire, mais attends, tu es capable. Oui, tu as un handicap. Oui, tu as une maladie grave. Oui, on ne t'aide pas. Mais c'est ton chemin. Maintenant, si tu veux continuer ton chemin et avancer vers ta lumière, c'est ton aventure, c'est ta manière d'évoluer vers qui tu es, de te reconnaître. C'est les expériences que tu as besoin de faire dans ta vie. Aujourd'hui, ce sont les tiennes. Donc, si toi, tu veux cheminer et tu es capable de cheminer, je veux bien à ce moment-là peut-être te soutenir pour que tu puisses avancer, mais ce n'est pas moi qui vais faire les pas pour toi, c'est toi qui les fais. Voilà la magie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On responsabilise l'autre. On lui donne son pouvoir. Alors que si je vais commencer à me dire, oh mon pauvre petit, t'es si mal que ça, moi je vais t'aider. Allez, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à te nourrir. Et puis après, je vais commencer à t'habiller. Et après, je vais commencer à t'entretenir. Et plus je vais t'entretenir, qu'est-ce que tu fais naturellement? On rentre dans les jeux de victime. D'accord? Et puis alors, tu vas attendre. Puis tu vas dire, ben, quand est-ce que ça vient? Puis quand tu vas commencer à me dire, mais quand est-ce que ça vient? Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien. Tu devrais bouger. Puis je vais commencer à rentrer dans mon espace de survie. Puis commencer à me dire, mais attends, c'est toujours moi qui donne. Et puis tu me prends mon énergie. Et tout ce cinéma dans lequel on rentre en permanence. Respecter la relation, pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Qu'on comprenne bien. Ça ne veut pas dire que l'autre, je ne veux pas être attentif. Je ne veux pas être présent, conscient de l'autre. Mais l'autre chemine dans son histoire, dans sa vie. La seule chose que moi je dois faire, si je veux que l'espace relationnel, c'est-à-dire l'espace entre l'autre et moi, on puisse avoir cet échange riche, cette communication riche pour que tu sois un vrai miroir pour moi et que moi je sois un vrai miroir pour toi et qu'ensemble on co-crée, que c'est vraiment l'image du lac. Lorsque je vais dans un lac qui est calme et que je prends un petit caillou, une roche, et que je lance cette roche dans l'eau, elle va faire des ondulations. Et ces ondulations, vu que le lac est calme, vont partir jusqu'au bout de toutes les rives du lac. Et donc, toutes les rives du lac, tous les gens qui sont au bord des rives du lac vont sentir cette ondulation. Maintenant, lorsque le lac est complètement agité, je peux prendre une grosse roche et la jeter dans l'eau. Oui, il y aura des ondulations, mais elles vont être tellement mélangées avec toutes les autres ondulations que rien ne va arriver au bord des autres lacs, des bords des rives, ce qui fait que rien ne pourra être perçu par les autres. Maintenant, lorsque mon ondulation arrive sur la rive, donc dans l'espace de l'autre et est perçue par l'autre, l'autre, il en fait ce qu'il est bon pour lui. On se rappelle, on ne perçoit que ce qu'on a envie. Donc, je ne sais pas ce que tu perçois, je ne sais pas ce que les mots que j'utilise maintenant, qui sont des vibrations, qui passent par un micro, que tu me vois à travers de nouveau une caméra, qui sont que des ondes électriques et qui vont être retransmises sur un écran. Et de cet écran, toi, tu vas recevoir quelque chose que tu vas interpréter dans ton cerveau. Je ne sais pas où ça va dans ton cerveau. Je ne sais même pas si la couleur que moi je considère comme rouge et qu'on a définie ensemble rouge, tu l'aperçois de la même manière que moi. Je n'en ai aucune idée. L'animal, si je prends un exemple au niveau des couleurs, le chien perçoit des bleus et des bruns uniquement. C'est-à-dire que lui, sa manière de percevoir les couleurs est complètement différente de la mienne. Et pourtant, moi, l'objet que je vais lui tendre, qui est une boule, admettons rouge, il va la percevoir. Moi, je la vois rouge, lui, il la verra dans un mélange de bleu et brun, je ne sais pas. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est juste qu'on a fixé des règles pour dire, voilà, ben, ce truc-là, cette vibration que je perçois comme ça, que toi, tu perçois peut-être différemment, c'est égal. On lui a donné un nom, on lui a donné un code, c'est rouge. Et à partir de là, on définit que c'est rouge. Mais on n'en a aucune idée si vraiment on perçoit la même chose. Alors, tant que ça va, lorsque c'est des éléments liés aux couleurs ou aux mots,
même déjà dans les mots, on a de la difficulté. Mais quand c'est lié aux sensations, aux ressentis, comment on fait? Hyper difficile. À moins qu'on devienne de plus en plus ouvert, éveillé, conscient, connecté à qui on est vraiment, pure lumière. À ce moment-là, oui, on peut être en état vibratoire, ensemble. C'est ce qu'on tend à faire. Good. Longue histoire, longue introduction. On a fini l'axe de je me respecte, je m'aime. On rentre dans l'axe du respect de la relation. Alors, plusieurs éléments, plusieurs petits aspects, on va dire, théoriques avant. Déjà, comprendre que on a très peu d'influence sur les événements extérieurs. La seule vraie influence que j'ai, c'est l'influence que j'ai sur moi-même. Il n'y a que moi qui peux décider de faire quelque chose et vraiment le faire. C'est-à-dire, je décide, j'ai une influence, je prends une décision, je prends un engagement avec moi, mais après, il faut encore que je le fasse. Quand je vous embête, ou je t'embête à dire, OK, note tes engagements, mets-les dans ton cahier, et à partir de là, il faut encore les faire. Mais il n'y a que toi qui peux contrôler ça. D'accord? Donc, tu as le pouvoir d'influence, de te décider, et tu as le pouvoir de contrôle. Sur toi, good, mais il est relativement limité. Maintenant, si on veut avoir une action auprès des autres, ben oui, on peut aller de moi à nous. Ce schéma, il est intéressant pour ça. Quand je dis nous, c'est-à-dire qu'ensemble, on va tomber d'accord pour éventuellement comprendre quelque chose, éventuellement décider quelque chose. Dans notre programme, on a décidé de devenir des guerriers phares, de rayonner d'amour, d'accord, d'être nous amour, d'être nous purs, d'être nous bien heureux. Et quand je suis comme ça, je suis un phare et j'ai décidé de rayonner d'amour. Pourquoi? Pour influencer les autres positivement, pour les influencer à être, les inspirer à être les meilleurs d'eux-mêmes. C'est tout ce que je peux faire. Donc l'autre, c'est qui? Ben, c'est celui que je vais rencontrer immédiatement, celui que je rencontre dans ma famille, celui que je rencontre au travail, celui que je rencontre dans la rue. Ceux-là, j'ai une influence directe. Éventuellement, ceux que je peux faire de l'information au niveau de mon réseau social, donc les réseaux sociaux, éventuellement, d'accord, où j'ai une influence. Pourquoi? Parce qu'on a créé quelque chose où on se rejoint, on devient un nous, on partage quelque chose. Le moment où j'ai un nous, oui, je peux avoir une influence. J'ai une influence sur toi aujourd'hui. Tu as une influence sur moi aujourd'hui. Mais tu n'as aucun contrôle de ce que je vais faire. Et moi, je n'ai aucun contrôle sur ce que tu vas faire. Je peux juste t'inciter à prendre une décision. Je peux t'inciter à prendre un engagement. Alors, à moins que je devienne policier et que je vienne contrôler chez toi, parce que je vais utiliser le pouvoir, et je vais voir est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, d'accord? Mais avec ça, le moment où je fais ça, de nouveau, je rentre dans le rôle tyran-victime. Et je t'empêche, toi, d'être qui tu es vraiment. Donc, je n'ai pas envie de jouer ce rôle-là. J'ai juste envie de t'influencer pour que toi, après, tu décides. Donc, le troisième zone d'influence, et celle-là qui est intéressante, dans le cadre des nouveaux guerriers, qu'est-ce que je propose? Je dis, OK, on va nous devenir bien dans notre peau, on va s'occuper de nous, on s'influence soi-même, on va influencer, on va s'influencer entre nous au niveau des groupes dans lesquels on travaille, il y a un nous, on peut s'influencer, on n'a pas de contrôle l'un sur l'autre, juste s'influencer. Mais l'intention, c'est qu'on sorte, qu'on se manifeste, qu'on fasse quelque chose, nous, ensemble, concrètement, qu'on crée des cercles de réconciliation et que ces cercles de réconciliation, on fasse venir d'autres personnes qu'on va pouvoir aussi influencer par notre rayonnement, par nos actions d'amour. C'est uniquement si on le fait ensemble, nous, qu'on pourra influencer tous les autres, les eux. Alors ce schéma est très intéressant, d'accord, parce que je trouve qu'il nous dit bien, moi je peux faire quelque chose, j'ai pouvoir d'influence, pouvoir de contrôle. Sur les autres, entre guillemets, sur le groupe avec lequel je suis en accord, le nous, je peux avoir une influence, mais je n'ai pas de contrôle. Et tous les autres, j'ai très peu d'influence, très peu de contrôle, à moins de faire quelque chose en tant que nous, qui eux deviendront nous. C'est ça qui est intéressant. Le truc, c'est que la majorité du temps où l'on parle de quoi? Des autres, de tous ceux qu'on ne peut pas influencer, sur lesquels on n'a aucun contrôle. Tu veux une preuve? Prends Facebook, prends Instagram, prends les journaux, prends les nouvelles. Et plus je vais dans ces exemples-là, plus c'est dramatique. On ne parle que des autres, donc de eux, sur lesquels on a zéro influence. Regarde de quoi on cause lorsqu'on est dans certaines soirées. On va parler des autres.
quoi ça sert? Ils ne sont pas là, on ne peut pas les influencer. Donc arrêtons tout cinéma, revenons, et si on veut avoir une influence, créons des nous. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, ce schéma il est assez intéressant pour ça. Un autre schéma qui est aussi intéressant, c'est nos moyens de communication. Alors oui, on pense qu'il suffit de dire quelque chose ou d'écrire quelque chose pour que quelqu'un comprenne. Pas du tout. Pourquoi la publicité, si tu regardes le marketing, en fait, c'est quelques mots, beaucoup d'images. Et surtout des images qui vont créer quoi? Des émotions. Un bon film, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la musique, il nous faut des images magnifiques et il nous faut des émotions. À ce moment-là, on aura le sentiment d'avoir vécu quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de la communication qui est faite. Certains sont capables de travailler qu'avec des mots ou des chiffres, d'accord? Certainement des gens qui sont très studieux et qui peuvent devenir des scientifiques pointus à travailler qu'avec des mots et des chiffres. Et c'est une minorité. Si demain tu veux dire à ta copine ou à ton copain que tu l'aimes, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On envoie un cœur là, comme ça sur notre téléphone, et puis c'est cool, je t'aime. Qu'est-ce qu'ils faisaient le temps des romantiques? Ils écrivaient des livres entiers pour dire juste à une personne, ou des lettres de 3 pages, 15 pages, j'en sais rien, et certainement, certains d'entre nous, on a déjà fait ça, on a écrit des lettres d'amour. Combien de mots on a mis? D'accord? Et combien on a essayé à travers ces mots de transmettre de l'émotion. Donc on voit bien que les mots, c'est une infime partie de notre communication. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des mails, on envoie des textos pour passer des messages. Hyper difficile d'influencer quelqu'un. Good. Après, on a la voix. Alors oui, la voix, selon comment on connaît la personne, si on connaît quelqu'un qui est bien, on connaît bien quelqu'un, il suffit de l'appeler, on lui parle au téléphone, elle nous dit « quelle manière » ou « comment ça va ?» Elle nous répond « bien » ou « bien ». On a entendu la différence. On a entendu si elle est très bien ou si elle n'est pas bien. Parce qu'on connaît à travers la tonalité, on voit l'influence qu'on a. Et je vais vous montrer à faire un petit exemple plus tard. Et puis, ce qui vraiment fait la différence, c'est toute cette communication non verbale. Alors, on a la gestuelle. Là, vous me voyez en vidéo, déjà, vous êtes partie de la gestuelle. Donc, vous savez, selon mes mimiques dans mon visage, selon les yeux, selon on voit le ton de ma voix, puis selon ma gestuelle, vous sentez, inconsciemment, vous sentez, ah tiens, ça a l'air d'être cohérent, ça a du sens, simplement parce que, tiens, sa manière de se comporter est cohérente, est fluide. D'accord? Rappelez-vous, cohérence, fluidité. Ou bien non, on sent que c'est bizarre. On sent que ce n'est pas forcément cohérent. Si ce n'est pas forcément cohérent, ça va inspirer quelque chose, la méfiance. D'accord? Et puis après, on a tout notre ressenti. Et beaucoup d'entre nous, on est des empathes, c'est-à-dire empathiques, dans le sens où on ressent les émotions, on ressent les énergies. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi, on les ressent. Tout le monde les ressent. D'accord? Donc oui, on ressent ces énergies en nous. Et donc cette capacité de communication est beaucoup, beaucoup plus puissante. Donc quand je viens vous dire que être un phare de lumière et qu'on rayonne, le rayonnement ne se fait pas forcément par des mots, ni par des cris ou des discours. Il se fait juste par la présence déjà. La manière dont on va se poser, la manière dont on va sourire, la manière dont on est droit, dont on est fluide, notre rayonnement va faire que ça impacte les autres. C'est ça, cette communication sur laquelle on travaille. Donc, je vous parlais de la confiance. Parce qu'on a vu, si je ne suis pas forcément cohérent dans mes comportements, si je ne suis pas forcément cohérent dans mes mimiques, fluide, ça inspire un truc de méfiance. Alors, parlons un petit peu de la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Et c'est probablement une des choses les plus essentielles. Pourquoi? Rappelez-vous, espace de survie, je suis dans la méfiance, je suis en danger, je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le groupe dans lequel je me sens en confiance. C'est un premier niveau. Mais avec ça, on est toujours dans la survie. Il faut un autre niveau de confiance, beaucoup plus lié à confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'âme, confiance en l'art de la vie, confiance dans les concepts et tout ce qu'on partage ici, pour se dire maintenant, l'autre il est comme moi, il fait le mieux qu'il peut, c'est pas contre moi qui fait tout ça. Qu'à partir de là, je peux rester dans les espaces d'abondance, quoi que l'autre fasse. Pourquoi? Parce que j'ai confiance.
Et donc, la confiance est un élément hyper, hyper important pour qu'on se sente bien. Et c'est ce qui pose problème. Regarde, pose-toi la question, qui sont les personnes en qui tu as plus confiance aujourd'hui? Et des noms. Tu peux les écrire. Écris 4 personnes sur ton cahier qui t'as confiance. La première chose que je vais te demander de faire, une fois que tu as écrit ces 4 personnes, rank-les, c'est-à-dire ordonne-les dans l'ordre où tu te dis, tiens, celui-là, j'ai le plus confiance. Je peux lui demander n'importe quoi, je peux lui venir avec n'importe quel problème que j'ai, il sera là, il m'écoutera, il me soutiendra, il m'aidera à évoluer. Quoi qu'il se passe, il est là pour moi. Lui, oui, mais peut-être un peu moins. Elle, oui, un peu moins, et ainsi de suite. Mais fais un ordre. Et tu remarques que tu arrives à faire un ordre. Mais quand je te dis c'est quoi, c'est pas évident à définir. Mais tu sais que tu as certaines personnes où tu as beaucoup de confiance et d'autres, tu n'en as pas. D'accord? On va regarder d'où ça vient tout ça. Qu'est-ce que c'est? Puis deuxième truc, dans les gens que tu as nommés, probablement tu as un cercle proche. On a d'abord confiance en qui? D'abord en soi. Parce que le moment où je perds confiance en moi, ben, c'est très difficile d'avancer dans la vie. Donc ça commence par la confiance en soi. Good. Et le soi, je dis bien, il y a 2 soi. Il y a le moi de l'ego. Celui-là pose problème parce que c'est un leurre. Et puis il y a le soi, le pur soi, celui qu'on travaille, le vrai qui nous sommes. Sur cet axe-là, j'ai confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui peux m'aider et c'est moi qui décide tout le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça commence par là. Deuxième, mon cercle restreint. Alors qui c'est qu'il y a dans mon cercle restreint? Ben, ce sont en règle générale les parents, les vrais amis. Ça se limite à ça. Puis après, on a un cercle un peu plus large. Alors là, ça peut être, on va dire, des connaissances. Soit des gens parce qu'on travaille avec eux et qu'on les rencontre régulièrement, soit des voisins parce qu'on les rencontre régulièrement, soit des membres un peu plus moins présents de la famille. Donc, il y a un cercle comme ça. Dans ce cercle, on peut aussi rajouter certains métiers. Bien qu'aujourd'hui, le métier pose de plus en plus de problèmes. Mais dans le temps, un métier comme un médecin en donnait confiance. Aujourd'hui, je sais qu'en France, un pompier, c'est celui à qui on donne le plus de confiance. D'accord? On espère pouvoir donner confiance au banquier, on espère pouvoir donner confiance à l'avocat, on espère pouvoir donner confiance au notaire, on espère pouvoir donner confiance au prêtre. Mais vous savez tous que de plus en plus, tous ces métiers sont remis en question. D'accord? À cause de l'Internet, à cause des histoires qui sortent. Donc de moins en moins, on a confiance. C'est plus ce qui soit tourné. Puis après, vous avez tous les autres, ceux qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que ça t'est arrivé un jour de te trouver ailleurs que dans ton pays, en voyage, et de te trouver tout seul à quelque part où, entre guillemets, il n'y a que des étrangers? Et tu tombes sur quelqu'un de ta région ou de ton pays. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà. À ce moment-là, cette personne, on va tout lui dire, on va parler de tout. Tout d'un coup, on a pleine confiance en lui ou en elle, alors qu'on ne le connaît pas. Et à ce moment-là, oui, on peut dévoiler, on est super content, on parle de tout ce qui nous relie, hein, notre nourriture, nos chants, nos danses, éventuellement des gens qu'on connaît, whatever it is. On revient dans notre pays ou notre région, notre ville, on recroise la personne dans la rue, qu'est-ce qu'on lui fait? À peine ça. Et on continue notre chemin. Pourquoi? À un moment donné, j'ai pleine confiance dans quelqu'un, puis tout d'un coup, ça disparaît. Pourquoi il y a certaines personnes, j'ai plus confiance que d'autres? Alors, on va voir. Et je vais vous laisser une vidéo, ce sera plus simple pour moi. Et cette vidéo se trouve sur YouTube.
Je viens de réaliser que j'ai cette vidéo en anglais. J'avais complètement oublié qu'elle était en anglais. Donc, c'est pas grave, mais je vais la reparcourir. Si on vient, il y a une évolution de la confiance, d'accord? On a d'abord une confiance qui est pratiquement inconsciente. C'est celle qu'on a lorsqu'on va justement dans une ville et qu'on tombe sur quelqu'un de notre pays alors qu'on était entouré d'étrangers. Parce qu'on est semblable, parce qu'on se ressemble. Donc, la partie animale en nous qui dit, attends, mais si toi, tu es comme moi, tu n'es pas un danger. Donc, naturellement, je sors de l'espace de danger parce que tu me ressembles. Et c'est très basique. D'accord? Alors, si on regarde dans nos familles, si on regarde les premiers cercles, il y en a plein de choses qui nous ressemblent. On a vécu énormément d'histoires ensemble. On a tellement d'histoires communes que c'est justement, ça crée énormément de similitudes. Voilà. Ensuite, on a la partie, lorsqu'on sort du danger, on a la partie sécurité. Et donc, dans la partie sécurité, on se rappelle, on a ce qu'on appelle les mâles alpha ou les femelles alpha, c'est égal, ceux qui sont les chefs de meute. Pourquoi ils sont chefs de meute? Parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement en confiance, entre guillemets, dans ce qu'ils racontent, ils osent tellement faire des choses qu'on se dit, ben attends, si eux, ils sont comme ça, puis en plus, ils prouvent qu'ils réussissent selon certains critères, ah ben, je peux leur donner ma confiance. Pourquoi? Et je me soumets, entre guillemets, à eux. Je rentre dans ce jeu de, ok, ben c'est toi qui vas s'occuper, entre guillemets, de me protéger. Classique, c'est la partie animale, elle est nécessaire, elle fait partie de la vie. On a ça dans les familles, on a ça dans les groupes sociaux, on a ça dans les sociétés, on a ça dans les pays, on a ça partout. De nouveau, on voit bien que c'est quelque chose qui est constamment challengé, qui est mis au défi. C'est un peu, pas toujours facile, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi de la nature, on va dire ça comme ça. Et on voit qu'il y en a certains qui vont abuser du pouvoir qu'ils vont avoir, on va donner l'exemple classique. Aujourd'hui, pour moi, c'est des gens comme Trump ou Poutine ou le président chinois qui ont tellement de pouvoir et qui décident pour tout le monde. Et gentiment, tous les gouvernements commencent à faire la même chose. Actuellement, on voit bien qu'on part dans des folies de plus en plus, on va dire, où une grande minorité, une toute petite minorité va décider pour une grande minorité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une peur. Aïe, le coronavirus, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et donc, on donne notre pouvoir à ceux qui, entre guillemets, ont le pouvoir. D'accord? Et ils le prennent. Et ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils décident et sont capables de dire des monstres conneries. On a dit, ouais, mais tu dis des grosses conneries, mais c'est pas grave. Tu es tellement dans ta folie que tu dois être bon. Parce qu'on devient, on reste endormi. D'accord? J'espère que je suis clair. Il y a un autre type de confiance. Cette confiance, c'est la confiance un peu, on va dire, qui arrange, qui est un peu simple. Celle qui fait que, ok, plutôt que de me remettre en question, plutôt que d'aller dans des situations difficiles, je donne ma confiance. Allez, je te fais confiance. J'aime pas le conflit, j'aime pas trop entre guillemets, la difficulté, je te fais tout de suite confiance. Tu viens, c'est bon, je te fais confiance. C'est ce que je vais appeler la confiance aveugle. D'accord? Celle-là, elle est intéressante parce qu'on donne notre confiance de ce côté-là, mais le problème, comme elle est aveugle, on se fait avoir plusieurs fois. Et puis des fois, quand on se fait avoir, ça va être la prochaine fois, on dira, mais je ne peux plus donner ma confiance. Pourquoi? Parce que tu m'as trahi, parce que tu m'as trompé, et puis j'ai été blessé. Donc, je ne peux plus donner ma confiance. Puis là, on rentre dans des trucs un peu difficiles parfois. J'ai donné ma confiance à cet homme, j'ai donné ma confiance à cette femme, mais il m'a trompé, il m'a trahi, il m'a menti. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus donner ma confiance aux hommes, puisque justement, on ne met pas le discernement. Elle devient aveugle. C'est tous les hommes, toutes les femmes. D'accord? Et certains d'entre nous connaissent bien ces histoires. Donc, ces trois niveaux de confiance, ce sont des confiances, on va dire, basées de l'espace de survie. Rappelez-vous, on a une formule pour sortir de là et amener un autre niveau de confiance. Des confiances un peu plus intéressantes. D'accord? La première, c'est, ben oui, je donne ma confiance à quelque part, ou bien, avant de la donner pleinement, je t'observe. Je vois comment tu te comportes. Rappelez-vous, pause, observe. J'observe les comportements, j'observe les valeurs, j'observe comment est la relation, j'observe tes intentions, d'accord? J'observe tes besoins. Et je les mets en rapport au mien. Et calmement, je peux voir que, tiens, on a des intérêts, on a des choses qui sont semblables, communes, qui nous permettent d'avancer. Puis il y en a d'autres choses qui sont différentes. Et c'est OK qu'elles soient différentes, parce que le fait qu'elles soient différentes, on s'enrichit. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai très conscience de cette différence. Et donc, à partir de là, oui, ça va créer de la tension, on verra ça. Mais quand la tension est là, c'est pas grave. Je vais m'en nourrir.
mais parce que j'ai fait, entre guillemets, j'ai une confiance décisive, consciente, excusez-moi. Good. Et puis aussi, elle est confiante. Pourquoi? Parce que je vois que tu te comportes toujours de la même manière. Tu es cohérent dans tes comportements. Et donc, tu deviens fiable. Je sais que quand ça va se passer, tu vas réagir de cette manière. Et donc là, tu m'inspires confiance. Et puis la dernière, c'est la plus intéressante. C'est celle que je propose des guerriers phares. La dernière, c'est je décide de donner ma confiance, mais pas de manière aveugle. Je décide, même si tu n'as pas encore tous les comportements, je décide de te donner ma confiance. Quand tu vas faire un comportement qui n'est pas en lien, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris, je vais utiliser ce moment de difficulté, ce conflit, pour donner un autre mot, pour aller refixer ensemble notre mode de fonctionnement. Mais je n'enlève pas ma confiance, je garde ma confiance en toi. Mais ce n'est pas parce que, entre guillemets, tu as fait une erreur, tu t'es trompé, ou tu as essayé quelque chose pour toi. Rappelle-toi, tu fais le mieux que tu peux, moi je fais le mieux que tu peux, mais quand tu vas faire ton mieux, pas forcément celui qui correspond à mon mieux. Mais ce n'est pas que tu as voulu me faire contre moi, tu as juste fait quelque chose qui était pour toi. Donc moi, je n'ai pas compris ce qui était pour toi. Tu me donnes l'occasion d'aller comprendre et tu me donnes l'occasion d'aller clarifier ce qui est bon pour moi. Et on échange là-dessus. Mais je garde ma confiance. J'ai décidé de te faire confiance. Et je continue mon chemin avec toi. Même si je reçois des claques de temps en temps. Merci, tu me fais un cadeau. C'est ça, cette confiance que j'inspire pour les guerriers phares. Alors, une petite image, une petite vidéo pour le fun, pour la confiance aveugle. Donc, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est un exercice. On demande à quelqu'un de tomber et les autres vont l'attraper en fermant les yeux. So you have to trust us. I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. No! Ok, donc ça fait même mal quand je vois ça, le pauvre. Ce n'est pas simplement sa confiance aveugle. Oui, parce qu'à quelque part, il sait pas. Il a juste dit, ok, on y va. En plus, ses instructions n'étaient pas claires, d'accord? Et donc, oui, quand on va donner notre confiance, on va quand même regarder ce qu'on fait. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'entends. Est-ce que j'ai vraiment confiance dans la personne? Ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc maintenant, comment développer notre confiance? La confiance qu'il faut comprendre, c'est aussi dans le temps. C'est un axe dans le temps. Et on dit que dans le temps, en fonction des comportements, on revient à confiance consciente. Je vois des comportements. Ces comportements, j'ai des points de contact pour dire dans le temps. Certains vont confirmer ce que je pense de toi. D'autres vont infirmer, parce que voilà, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Puis j'ai plusieurs points de contact, et plus j'aurai des points de contact, plus j'aurai une tendance à voir que tiens, c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. C'est pour ça que les gens avec qui on a beaucoup d'interactions, oui, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien qui se passent, mais sur la durée, on voit quand même qu'il y a une intention positive. Ce qui fait que la confiance, en règle générale, augmente. À moins que des fois, il y a vraiment des gros cassures, et puis on décide de sortir de la relation. Ça, c'est pas un problème. Donc, un autre élément qui est intéressant, c'est dans mon environnement, où se situent les gens que je rencontre? Est-ce qu'il y a des gens en qui j'ai naturellement confiance? Oui, vous l'avez vu, vous voyez, vous arrivez dans un endroit, vous ne savez pas pourquoi, très vite, vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Peut-être parce qu'il est souriant, il est sûr de lui, et puis il vous ressemble un peu, j'en sais rien, il y a une attirance qui se fait naturellement. D'accord? Et donc très vite, on voit qu'il inspire confiance, c'est quelqu'un qui est proche de nous. S'il est extraverti, c'est parfois un peu plus facile, mais certains ont dit non, on n'a pas envie d'être extraverti parce qu'on ne sait pas trop s'il est un contre-truc. En fonction de notre personnalité, rappelez-vous, en fonction de nos blessures, en fonction de plein de choses, on va dire ah, celui-là, je peux lui faire confiance. Et puis on va voir que certaines personnes, ils nous font confiance, d'accord? On a cet rapport de confiance, on partage les valeurs aussi, d'accord? On partage un peu les raisons d'être, les projets de vie. Ici, pour prendre l'exemple, on a envie tous, en tant que guerrier phare, d'amener l'amour dans notre environnement. On partage quelque chose de commun, on essaie de le faire ensemble. Donc là, on est sur l'axe horizontal, on est dans la bonne direction, si je peux me permettre. Puis après, l'autre axe, c'est ceux qui vont me remettre en question, ceux qui vont me faire évoluer. Rappelez-vous, dans un groupe, le premier niveau, je fais partie du groupe. Le deuxième, je sers le groupe. Le troisième, j'amène de la valeur.
Et le quatrième, c'est si je suis, entre guillemets, vulnérable, ben, le groupe me maintient. Donc c'est sur tac-tac. Ceux qui m'amènent de la valeur et ceux qui, le cas échéant, j'aurai un problème, sont toujours là. D'accord? Donc ça, c'est les actes. Alors oui, dans notre environnement, on a un certain nombre de gens qui ont les deux. D'accord? Qui a quelque part, j'ai le rapport de confiance parce qu'on est semblable, parce qu'on a des projets semblables, parce qu'on a des valeurs communes. Et puis d'un autre côté, ouais, tu vas me faire évoluer, tu vas me faire grandir, tu vas me challenger, je ne perds pas ma confiance. Et puis quand je suis dans la difficulté, tu es présent, tu es là, tu es pour moi. Fine. Mais je dis, allez, 10% de la population, 20% de la population, ce qui est déjà pas mal. D'accord? Je suis sûr qu'il y a ça. Après, on en a d'autres où là, justement, on est totalement l'opposé dans plein de choses. D'accord? Et en plus, ils ont des comportements abusifs, ils ont des comportements, on va dire, manipulatoires, plein de choses qui sont à l'opposé de me faire évoluer, plutôt, entre guillemets, m'empêchent d'évoluer. Ben oui, on en a. Bon, ceux-là, on ne perd pas de temps avec, mais c'est une petite minorité. Les autres, ben oui, il y a plein de gens, si on se dit, ben tiens, ils sont cool, ils sont sympas, on ne les connaît pas encore assez bien, ils ont l'air de, ben voilà, les soirées, les copains, on est un peu dans le même monde, on a les mêmes loisirs, mais ce n'est pas pour autant que je me sens encore avec quelqu'un vers qui je vais m'ouvrir pleinement. Mais ce sont des gens, tiens, je pourrais faire un pas. Et on va voir que ceux-là, ben, c'est facile de décider d'aller dire, ah ben tiens, on pourrait se rencontrer, faire quelque chose ensemble, et puis commencer à voir que, tiens, dans notre relation, on monte le niveau de confiance pour qu'on arrive gentiment vers ceux qui sont en haut. Après, on a ceux-là, et ils sont assez intéressants. Ça, c'est ce que moi j'appelle le compte-pouvoir. D'accord? Ce sont ceux qui, à quelque part, nous font évoluer. D'accord? Ils ne sont pas forcément 100% bienveillants dans leur communication, mais par contre, ils nous remettent en question en permanence. Le truc, c'est qu'ils ne vont pas forcément dans notre direction. D'accord? Ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, ils ne partagent pas forcément les mêmes projets. On ne peut pas dire qu'on a pleinement confiance parce qu'ils nous ont trompés, et ainsi de suite. Mais ils nous font avancer. Alors ceux-là, on aura tendance à dire on n'en veut pas. D'accord? Parce qu'ils font mal des fois, ils font souffrir. Moi, j'ai envie de dire, ce sont des gens super intéressants. Par contre, ils prennent beaucoup d'énergie. Donc, à nous de voir, tiens, est-ce qu'on garde et on reste avec eux, ils nous font évoluer, mais en même temps, ils me demandent beaucoup d'énergie, ou bien non, tiens, je décide de calmer le jeu et d'aller plus vers les autres. Mais ils sont intéressants, d'accord? Parce qu'ils nous font sortir de nos zones de confort constamment. Et puis, la majorité des gens, la grande masse des gens, un peu de tout, d'accord? On ne sait pas. Pourquoi je mets ce schéma? Parce que dans ce schéma, vous voyez qu'on a facilement 60, 80, peut-être même 90% de la population. Super intéressant. Super intéressant. Certains beaucoup plus que d'autres. D'autres, il faut juste aller les rencontrer, il faut faire un pas pour les découvrir. Ça dépendra de qui? On peut attendre que les autres le fassent. Mais non, ça dépendra de nous. Mais on peut comprendre. Et rappelez-vous, ceux qui ne partagent pas les mêmes projets, pas les mêmes valeurs, le rapport de confiance n'est pas forcément là, mais me font évoluer, sont super intéressants aussi. D'accord? Les autres sont faciles. Alors, je vais vous proposer un exercice, puis après, je vous inviterai vraiment à faire une petite pause parce que ça fait pratiquement 1 heure qu'on discute, que je discute. Donc, pendant ces prochains jours, avant qu'on reprenne, je vais vous demander d'aller parler à des inconnus. Des inconnus que vous rencontrez. Alors là, si on est dans le confinement, c'est un peu difficile, mais on va sortir du confinement. Mais de rencontrer des étrangers, des gens que vous connaissez dans la rue, ou dans le bus, ou dans le train, ou n'importe où. Et puis, amusez-vous à leur demander quelque chose que vous n'avez jamais demandé. Par exemple, de l'argent, par exemple, de la nourriture, ou de leur demander un service. Mais vous ne leur dites pas pourquoi. D'accord? Vous faites ça comme exercice. Vous ne dites rien. D'accord? Par contre, ce que vous allez essayer de faire, c'est que vous allez juste essayer de rester énergétiquement souriant, énergétiquement positif. D'accord? Et observer ce qui se passe. Et aller voir comment ça se passe. Puis peut-être vous allez aussi observer que les premières fois, ce ne sera pas évident, parce qu'on aura peur, on n'ose pas. Et observer comment les autres réagissent. Est-ce qu'on vous considère ou on ne vous considère pas? Juste faites une observation de comment vous connectez, entrez en relation avec des inconnus, en leur demandant quelque chose de pas facile, qu'on n'a jamais fait. Par exemple, l'aumône. Super exercice. Faites-le vraiment.
Ensuite, un autre exercice, de nouveau pour rentrer en relation, mais là on va entrer en relation avec la nature. Certains d'entre nous, on le fait déjà bien. Pieds nus, marcher dans la terre, marcher dans le sable, marcher dans la nature, d'accord? Et le faire vraiment lentement, en conscience, un pas après l'autre. S'il y a beaucoup de bruit autour, mettez de la musique cool, d'accord? Mais s'il n'y a pas trop de bruit, que vous êtes dans la nature, restez avec les bruits de la nature. Et puis, ressentez, connectez chaque pas, d'accord? Vous pouvez aussi, avec vos mains, en particulier avec les 3 doigts, là, commencer à aller toucher des plantes, des feuilles, des fleurs, puis juste rester, ressentir l'énergie de la feuille, de la fleur. On peut aussi aller embrasser un arbre. Faites-le avec beaucoup de douceur, d'accord? N'embrassez pas comme ça, avec violence. Allez-y doucement et ressentez. Puis ouvrez le cœur. Vous pouvez lui parler, d'accord? Un arbre, c'est grand, c'est puissant. Et donc d'aller juste connecter. Et certains d'entre nous, je ne sais pas pourquoi, mais on s'assoit sous un arbre, puis on se sent bien. Certains le font déjà. Dormir en plein air. Certains d'entre vous l'avez déjà fait, on l'a fait peut-être quand on était plus jeune. Dormir en plein air, à la belle étoile. Waouh! Prenez ce qu'il faut, choisissez une journée où il ne pleut pas, et même s'il pleut, allez marcher sous la pluie, torse nu, tout nu si vous pouvez, selon où vous êtes. Waouh! Cadeau! Allez sous une cascade, juste laissez prendre par la cascade. Tout ce que je vous donne comme exemple, mais c'est juste, le point c'est connecter, rentrer dedans, laissez-vous prendre. Ne pas aller juste, ouais, je vais rien, il fait froid, je sors. Non, non, pas dans cette énergie-là. Dans cette énergie, beaucoup plus d'accueil. Et puis aussi, si vous le sentez, alors peut-être pas maintenant, mais je vous encouragerai à faire un jeûne. Un jeûne que donc vous sentirez, tu sentiras quand ce sera bon pour toi, de te dire, ok, tu te renseignes un peu comment faire un jeûne, il ne faut pas faire n'importe comment, mais du moment que tu es en bonne santé et que tu te sens que c'est bon, tu es prêt, donc boire. Après, au niveau de la nourriture, tu peux commencer à manger relativement, d'abord, il faut commencer à manger que végétarien déjà, quelques jours avant, si tu n'es pas végétarien, et puis diminuer fortement tes quantités pour qu'à un moment donné, tu te sens que tu n'as plus besoin. Alors tu verras, le premier 2 jours, tu auras peut-être les envies qui viennent. Le 3e jour, quelque chose se passe. Quelque chose se passe qui va que, au lieu d'aller demander de la nourriture à l'extérieur, ton corps va commencer à prendre de la nourriture à l'intérieur. Il y a une transition qui se passe. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus faim. Et ce qui devient très intéressant, c'est que ton corps, comme il ne reçoit plus de la nourriture de l'extérieur, va aller chercher la nourriture à l'intérieur. Mais il ne choisit pas n'importe quelle nourriture. Super malin, notre corps. Super intelligent, cette machine. Il va aller se nourrir de tous les trucs qui ne sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'on a mis de la graisse de côté. D'accord? Mais aussi, par exemple, des polypes, par exemple, des cellules qui sont, entre guillemets, mortes, qui sont inutiles, il va commencer à les consommer. Ce qui fait que tu te purifies. Donc, minimum 3 jours, idéalement 5 jours, idéalement 7 jours, après 10 jours, selon comment tu fais. Si tu le fais une fois 5, 7 jours, 10 jours, ben, tu le fais une fois par année. D'accord? Il semble qu'il ne faut pas en faire trop souvent. Peut-être certains diront 2 fois par année, mais pas plus. Super exercice de nouveau de connexion à notre corps à ce coup-ci. Donc voilà, je te suggère de faire une pause et puis good. On va reprendre et maintenant je vais vous parler, je vais te parler toujours dans la relation aux autres. On va parler des autres. Et j'aimerais parler de l'humain. Comment est-ce qu'on arrive sur cette planète et comment on évolue sur cette planète. Pourquoi je mets tout ça? Là, vous avez un schéma où on voit que les premiers humains, semble-t-il 250, 200 000 ans avant d'aujourd'hui, ont commencé dans la zone africaine. Il y a plusieurs zones, semble-t-il, mais en tout cas, ils sont montés par le Nil,
du Rift et le Nil. C'est là en tout cas qu'on a trouvé les premiers humains. Puis très vite, on va trouver des traces d'humains en Europe, dans les cavernes, c'est pas pour rien. Mais aussi, on va voir qu'il y a des traces d'humains qui sont partis très tôt aussi en Australie, les premiers primitifs. Et puis après, ça continue à monter, traversant toute la, on va dire la Russie aujourd'hui, pour aller finir en Afrique, par le nord, par les États-Unis, et descendre en Amérique du Sud. Donc il y a toute une étape, et on voit qu'il y a une évolution qui dépend aussi de la période glaciaire, quand la période glaciaire a diminué. Pourquoi je mets tout ça? Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, et si on regarde toute l'évolution de l'humanité, ça a toujours été des migrations. Toujours été des migrations. Et les migrations ont toujours fait une chose, c'est qu'elles mélangent les populations. Et par le mélange, elles créent de la diversité. Or, aujourd'hui, on a un gros problème de migration. Puis on a surtout un autre gros problème, c'est l'augmentation de la population. Jusque, on va dire, 3000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans d'aujourd'hui à peu près, oui, on était chasseurs-cueilleurs. Donc, on bougeait en petites équipes, on estime une centaine de personnes, tout le monde se connaissait là-dedans, et puis on allait en fonction de où était la nourriture, en fonction des saisons, on bougeait. À un moment donné, on est devenu plus malin, on s'est dit, on est fatigué de bouger, on reste. Mais pour rester, il faut planter. Donc, on devient planteur, agriculteur. Et à partir de là, on a des bêtes, on domestique les bêtes, et donc on commence à rester dans des endroits. Et là, on commence les villes. Toute une évolution qui se passe. Alors, j'ai mis ici Newton, 1669. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la révolution des sciences. C'est là que tout d'un coup, l'humain commence à dire moi, je comprends la vie, je peux décider. La physique, la chimie, la médecine, toutes les sciences arrivent là en disant le pouvoir, il est dans la science. Il n'est plus dans un truc qu'on disait éventuellement les dieux. Et puis les représentants des dieux, c'était qui? L'Église. Et puis l'Église avec, entre guillemets, le clergé, l'Église, et la royauté, les systèmes en place. Donc on challenge tout ça et on commence à dire non, il y a une nouvelle règle. La règle, c'est la science. Et jusqu'en 1930, vous avez un autre chiffre, c'est Planck. C'est là où commence la science quantique, où tout d'un coup, les systèmes qu'on a mis en place dans la science, donc à peu près, je simplifie les chiffres, 250 ans, commencent à être remis en question. Et aujourd'hui, on est en 2000, et pour beaucoup, encore, pour beaucoup dans tous nos livrets scolaires et dans beaucoup de tout ce qu'on enseigne, on est toujours avec les lois de la science. D'accord? Donc à peu près 350 ans, on est encore là. Sauf qu'il y a plein de choses qui sont remises en question. Au niveau de la population de l'humanité, on est en milliards, d'accord? Donc oui, 1 milliard sur cette planète lorsque Newton arrive. 2 milliards en début du siècle passé, 1930. 2 milliards. Oui, il y a eu une guerre mondiale, on va voir, il y a eu des morts, très bien. Et si on continue aujourd'hui, on sait qu'on est à 7 milliards. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en l'espace de à peu près 90 ans, on est passé de 2 à 7 milliards. On a une croissance exponentielle. Et comment se situent ces 7 milliards? 4 milliards sont en Asie, 1 milliard en Afrique, 1 milliard en Europe et 1 milliard aux États-Unis du Nord et du Sud. Comment ça va évoluer? Alors, si vous êtes intéressé, je vous expliquerai comment j'arrive à ces chiffres. Ce n'est pas moi qui les arrive, d'accord? Ce sont des chercheurs, mais ils ont simplement regardé les taux de croissance et le nombre de décès chez les enfants. Parce qu'on a constaté un truc, c'est plus il y a de décès dans la famille, c'est-à-dire quand les enfants naissent et les enfants vont mourir, plus on va faire d'enfants pour prévenir ce truc-là. Mais le jour où les enfants ne meurent plus, parce qu'ils ont une meilleure hygiène, meilleure nourriture, tiens, le nombre d'enfants dans la famille diminue, on arrive de nouveau à peu près 2 enfants par 2 adultes. Donc il y a une sorte de stabilité qui se crée. Mais avant ça, on a une augmentation de la population significative. Donc, dans certains pays, en l'occurrence l'Asie, la majorité de l'Asie a stabilisé la croissance. Même aujourd'hui, au Bangladesh, en Inde, on voit que les familles deviennent de plus en plus à 2 enfants, pour donner un chiffre. La Chine a déjà fait ça. Par contre, l'Afrique où il y a énormément de jeunes, encore dans la population qui va grandir de manière significative avec des grandes familles, on estime qu'en 2050, dans 30 ans d'aujourd'hui, on va doubler la population africaine. Oui, 1 milliard de plus en Asie, 1 milliard de plus en Afrique. Par contre, aux États-Unis, Nord-Sud, en Amérique Nord-Sud et en Europe,
stabilité. Oui, il y aura des mouvements migratoires, mais pas de grande différence. Et la même chose, en 2100, on estime, simplement par l'augmentation de nombre d'enfants, et qui vont justement, eux, commencer à diminuer. Et autre phénomène, c'est qu'on vieillit un peu plus longtemps. Oui, on va arriver, on estime, à 11 milliards. Mais on voit la croissance incroyable qu'aura l'Afrique, d'accord, qui passe de 1 milliard en 4 milliards en l'espace de 80 ans. La grosse croissance sera là. Et il y a des gros challenges avec l'Afrique. Par contre, le reste du monde sera relativement stable. Mais pourquoi j'amène ça? Parce que le fait qu'on est de plus en plus ensemble sur une communauté crée de la tension. Vous mettez des animaux dans un espace, vous faites grandir une population d'animaux, par exemple des fourmis ou des rats ou des singes ou des n'importe quoi. Du moment qu'il y a une trop grande densité d'un animal par rapport aux autres qui casse l'équilibre, en règle générale, il y a des changements. Et la nature va faire que ceux qui sont trop vont probablement mourir, de différentes manières, d'accord? Ou bien ils prennent le pouvoir et détruisent les autres. Il y a plein de stratégies là-dedans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, on a un virus qui peut-être nous challenge un petit peu. Je dis bien un petit peu parce que quand vous pensez que c'est aujourd'hui peut-être 200 000 morts, soi-disant du coronavirus, pour prendre l'exemple, alors qu'on sait qu'ils sont morts de plein de causes, dont le coronavirus, c'est pas beaucoup. Donc, je vous disais, plus on est ensemble, plus on crée des tensions. Alors, j'ai été chercher un graphique assez intéressant qui dit le nombre de conflits, le nombre de morts, donc la courbe rouge, vous voyez le nombre de morts, depuis 1400 à pratiquement au début de ce siècle. Et vous voyez qu'on a en proportion de la population, d'accord, c'est ça qui est intéressant, on est plus ou moins toujours resté avec le même nombre. Alors, il y en a des petits pics, d'accord, mais on est toujours resté plus ou moins avec des taux constants. Vous voyez, ça n'a pas forcément diminué. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a de plus en plus de gros conflits qui se passent depuis 1900 à peu près, d'accord, début du siècle passé. Et je ne sais pas comment c'est fini. Et puis, vous voyez qu'on a de nouveau une masse de petits conflits qui arrivent. Alors, une des hypothèses que je fais, mais elle est simpliste, que c'est probablement lié à la densité de la population. D'accord, plus on est dense, et c'est aujourd'hui les problèmes qu'on voit, on est trop, on n'aura pas assez mangé, on n'aura pas assez pour vivre, et donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, ça crée de la tension, d'accord, la tension partout. Et comme on a encore une croissance prévue jusqu'en 2100, ben, on n'est pas fini de l'auberge, on a encore quelques challenges sérieux à voir, et en particulier dans les régions, comme je disais, Asie, mais aujourd'hui Afrique principalement. Et comme les pays riches intéressent tout le monde, ben, les problèmes de la migration créent beaucoup de challenges. Donc c'est un peu là où on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il va falloir avoir beaucoup de guerriers phares, de guerriers d'amour pour compenser toutes les tensions qui vont arriver. Alors, est-ce que tu connais cet arbre? Alors si tu le connais, et si tu ne le connais pas, ça s'appelle un séquoia. C'est la forêt des séquoias en Amérique, en Californie. Et puis, ils ont une particularité, ces séquoias. C'est que c'est l'arbre le plus ancien sur cette planète, 3000 ans. C'est l'arbre le plus haut et le plus large qui existe sur cette planète. Et l'autre particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont des racines, on pourrait dire maintenant, s'il faut être si gros, si haut, tu as intérêt à avoir des fondations hyper profondes et solides. Mais en fait, il a des racines qui sont très peu profondes et larges. D'accord ? Alors, comment ça se fait qu'ils arrivent? Eh bien, sur cette image, tu vois très bien. En fait, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Tu vois qu'ils sont entrelacés. Ils sont entrelacés dans leurs racines. Là, tu vois la taille de l'arbre, tu vois la largeur, mais tu vois aussi les racines. Et en fait, tu vois bien que ce sont des racines qui vont peu profondes et qui vont se tenir parmi. Ce qui fait que les arbres se tiennent entre eux. Et c'est ça qui fait leur force. Nous, c'est la même chose. Il faut qu'on soit entre nous. C'est ça la force. Alors, je vais vous parler des 5 niveaux de collaboration, de co-création. Rappelez-vous, espace d'abondance, on a la co-création. Et donc, dans la co-création, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est l'échange que j'ai avec, on va dire, un voisin, un collègue, un copain. Oui, on parle d'informations, de tout et de rien, de ce qu'on va trouver dans le journal, des derniers trucs qu'on a fait, de la pluie, du bon temps. C'est juste un échange d'informations, pas plus loin. On va commencer à parler de nos émotions, de nos ressentis émotionnels avec certaines personnes, souvent ceux qui sont un peu plus proches, typiquement les amis, typiquement la famille. Ça, c'est le deuxième niveau.
Et le fait qu'on parle de nos émotions, c'est ça qui est intéressant, va créer un rapport, une connexion un peu plus profonde, un peu plus intime, un peu plus en confiance avec les autres. C'est pour ça que j'insiste beaucoup de parler de nos émotions. Le troisième niveau, on revient dans cette notion de confiance. J'ai décidé d'avoir confiance en toi. Donc, comme j'ai décidé d'avoir confiance en toi, tu es mon ami, quoi qu'il advienne, même si tu me feras entre guillemets des petites crasses, je ne change pas ma confiance en toi. Donc, parce que j'ai confiance en toi, je t'accepte comme tu es. Tu n'as plus besoin de me prouver quoi que ce soit, je t'accepte comme tu es. À partir de ce moment-là, ce troisième niveau de confiance, à partir de ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans un autre type de rapport, de co-créativité, où ce que je disais, l'autre devient quelqu'un qui me fait sortir de ma zone de confort. Et parce que tu me fais sortir de ma zone de confort, tu me fais évoluer, tu me fais grandir, parce que je ne vais pas prendre contre moi ce que tu vas dire. Je reste dans mon espace d'abondance. Même si tu vas faire quelque chose qui est difficile pour moi, je sais que ce n'est pas contre moi. Donc, c'est pour moi. Et donc, ça m'intéresse, ça m'invite à aller regarder en moi qu'est-ce qui est bon. Et à partir de là, me soigner, guérir, accueillir, transformer, whatever it is, évoluer. Et le sixième niveau, c'est cette compréhension, comme les arbres du séquoia, qu'on est interdépendant. C'est-à-dire que je suis 100% dépendant de toi et en même temps 100% indépendant de toi. Interdépendant. Dépendant, indépendant de toi. Donc je peux, entre guillemets, vivre tout seul et en même temps je sais que je ne peux pas vivre tout seul. C'est très particulier. Mais quand on est à ce niveau-là, il y a constamment la créativité qui arrive. Il y a constamment une évolution. On évolue ensemble. On co-crée. On devient agile. On devient dans le flow. Et ensemble, on évolue. Et bien sûr, si je reviens chez les guerriers phares, c'est ce qu'on est en train de faire. Et si tu regardes à quel niveau on communique aujourd'hui, à quel niveau de confiance on est, combien les questions, les exercices qui sont proposés nous font sortir de nos zones de confiance, nous font prendre conscience, et en même temps, on a créé quelque chose. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on a créé quelque chose qui fait qu'on se sent proche, mais plus que proche, à un niveau particulier. C'est pour ça que je vous incite à créer ces petits groupes, pour que dans ces petits groupes avec qui vous vous sentez les plus proches, vous continuiez longtemps à co-créer ensemble et créer des événements, des actions pour amener de l'amour autour de vous. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Stephen Covey qui parle des 5 cancers émotionnels et puis j'ai repris ce qu'il dit pour l'adapter un petit peu et rajouter un 6e. Donc, le premier cancer, c'est « je juge ». On l'a vu, je suis dans l'espace de survie, j'ai l'ego qui se manifeste, l'ego me sépare et m'amène à juger constamment les autres. Okay. Observer quand on part dans le jugement. Et on y est tous, d'accord? Mais de temps en temps, faire pause et observer. Attends, est-ce que je ne suis pas en train de juger? Parce que plus je juge, plus je crée le cancer émotionnel en moi, d'accord? Et plus je crée les rapports difficiles. La critique, non pas la critique constructive qui me fait évoluer, mais la critique dévalorisante, rabaissante, d'accord? Facile, d'accord? Qui ne sert à rien, voilà, entre guillemets, à part de rabaisser l'autre. C'est un peu le même niveau que le jugement, plus ou moins. Le troisième, se plaindre. Il y a un monsieur, je ne me rappelle plus, c'est un jeune qui a écrit un livre en anglais, Complain Free World. Et un exercice, et je crois que j'en ai déjà parlé, de observer chaque fois qu'on va se plaindre de quelque chose. Et quand on plaint quelque chose, on prend un bracelet, on le met sur l'autre main. Et l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible sans changer le bracelet de main. Combien c'est dur, mais combien c'est super exercice. Regardez combien de fois je me plains. Et arrêtez de se plaindre. Le quatrième, se comparer. Rappelez-vous, espace de survie, l'ego, je regarde constamment l'autre et je me compare. Ah, mais toi, tu as pu faire ci, alors si toi tu peux, moi je peux. Ah, toi, tu as eu droit à ça, moi aussi j'ai droit. Non, je ne sais pas ce qui est bon pour toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour moi. Donc, à quelque part, je vais m'occuper de moi, pas de toi. Je ne peux pas me comparer à toi. Ça ne sert à rien. Je dois juste me rencontrer et faire ce qui est bon pour moi. Pas ce qui est bon pour toi. Toi, tu fais ce qui est bon pour toi. Et oui, c'est différent. Fine, génial. Je n'ai pas à me comparer. Le cinquième, c'est ce besoin de vouloir gagner, de vouloir constamment être en rivalité avec l'autre, prouver que je suis meilleur, prouver que tu es moins bien.
De nouveau, activité par l'espace de survie, l'ego qui montre qu'il y a besoin de « et moi je suis le meilleur » et « moi je suis meilleur ». Et donc, avec ça, je montre combien tu es mauvais. Je mets de l'accent sur tout ce qui ne va pas. D'accord? Et je suis en compétition avec toi. Et puis, le dernier, ne pas oser. Ne pas oser, c'est l'inhibition, c'est rester là et puis attendre que quelque chose se passe, ne pas prendre sa responsabilité. Donc, je n'ose pas faire le pas. Mais quel pas? Le pas de me respecter, le pas de m'aimer. Tout ce qu'un guerrier femme ne fera pas. Alors, un autre petit exercice qui est définir un conflit. Alors souvent la question, mais ces conflits, ce n'est pas quelque chose d'agréable, on ne devrait pas avoir de conflit, tout un tas de trucs l'entourent. Non, non. Si on se rappelle que moi, je sais ce qui est bon pour moi, toi, tu sais ce qui est bon pour toi, et à partir de là, on va se rencontrer, et probablement qu'on va avoir pas les mêmes intérêts, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes perceptions. Et le moment où on va se mettre ensemble, ça va créer des étincelles, ce fameux conflit. Mais quand ça crée ce conflit, c'est une occasion d'apprendre. Donc le conflit, c'est quoi? Oui, c'est une manière de percevoir différente, c'est des objectifs différents, c'est des valeurs différentes, c'est des intentions différentes, ça peut être aussi des émotions différentes entre plusieurs personnes. C'est juste ça. C'est la différence. Good. Mais il faut la rencontrer, il faut la connaître. Rappelez-vous, l'espace d'abondance, on va aller dans l'empathie, on va aller dans comprendre la réalité de l'autre. Donc maintenant, je vais te demander de juste réfléchir à une situation que tu as vécue récemment, une situation de conflit récemment, il y a eu cette tension qui s'est créée avec quelqu'un, et puis d'écrire dans ton cahier, selon toi, quelle a été la raison ou la source du conflit? 2, quelles ont été tes émotions et les siennes? Comment elles se sont manifestées? Tu peux prendre la liste des émotions et regarder quelles ont été les émotions qui ont été pratiquées. 3, est-ce que tu as eu des pensées qui sont venues dans ta tête? Et puis, et c'est quelles pensées que tu t'es dit? Le jugement sur l'autre ou le jugement sur toi-même? Et qu'est-ce que tu t'es jugé ou qu'est-ce que tu as jugé? Et puis 3, quelles ont été les actions, les comportements que tu as eus ou que l'autre a eu pour cette situation ou éventuellement que tu aurais voulu avoir mais que tu n'as pas eu? Juste noter tout ça. Garde-les dans ton cahier. On fait une pause. Donc maintenant, on continue. Donc, au niveau des conflits, il y a une croyance qui est, il y a des fausses croyances, on va dire ça, c'est qu'un conflit, et là on parle principalement des conflits au travail, mais c'est les mêmes choses dans la vie de tous les jours, c'est qu'un conflit, c'est quelque chose qui va s'arranger dans le temps. Le temps va faire en sorte que ça s'arrange. Pas du tout. Rappelez-vous, le temps fait quoi? J'ai une blessure, j'ai quelque chose qui n'est pas OK, ben ouais, je vais le mettre à l'intérieur de moi. Et avec le temps, ben oui, ça s'endort, on va dire ça, mais c'est toujours là. C'est juste ici dormant, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ressortira, mais au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Donc non, le temps n'arrange pas les choses. Il fait juste de couver les choses. On met sous le tapis jusqu'au jour où on sort le tapis. Autre réflexion aussi, c'est qu'on dit, oui, mais si j'ai un conflit, si j'ai de la tension avec quelqu'un, c'est que moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas une bonne personne, je devrais être gentil, je devrais être aimant. Moi, je suis amour. Donc, amour veut dire cool, gentil, j'accepte tout. Non, pas du tout. Pas du tout. S'aimer, se respecter, c'est avoir de l'assertivité, c'est aussi avoir de la puissance. Et on peut s'affirmer. Et quand je vais m'affirmer, ben, naturellement, je vais créer de la tension. Mais cette tension, elle va permettre de créer quelque chose. D'accord? Créer. Mais si je dis non, je ne peux pas, c'est moi qui suis mauvais, qu'est-ce que je fais? J'éteins. Et je m'oublie. Selon les situations, lorsqu'on va voir que d'autres ont des conflits et que, rappelez-vous, nous, on veut être guerrier de lumière, on se dit, oui, ben, ils vont te régler eux-mêmes. Je pense que non. S'ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas forcément comment faire. Et nous, qui avons des outils, on a quelque chose à faire. On peut les accompagner, on verra comment. On pense aussi souvent que quand il y a un conflit, il y aura toujours un perdant. Donc c'est une histoire de gagnant-perdant. C'est très primaire, c'est le rapport abuseur, abusé, victime. D'accord? Donc non, dans l'abondance, il y a un win-win. Nous, on va chercher le win-win. Et puis, bien sûr, on avait vu lorsqu'il y a une réalité et qu'on voit la réalité différemment chacun et qu'on aimerait changer la réalité, mais on ne peut pas la changer et qu'on ne change pas notre image, qu'est-ce que ça crée en nous? De l'émotivité. Et donc, oui, le conflit peut amener à ce qu'une émotion s'exprime. D'accord? Mais le truc, c'est qu'il faut juste comprendre que c'est normal et que c'est bienvenu. Les émotions ne nous font pas peur, on veut qu'elles soient vécues. Mais quand on n'est pas à l'aise avec les émotions, on l'a bien vu, eh bien, on va éviter ces situations.
Tout ça, c'est que du bon sens, vous avez bien compris, quoi. Tu sais très bien tout ce que je te raconte, parce que maintenant tu comprends bien tout ce qu'il y a derrière. Rapidement, au niveau des conflits, il y a des effets positifs lorsqu'on va régler le conflit. Tout d'abord, parce qu'on a eu un conflit, regarde tes meilleurs amis, est-ce que c'est pas avec eux justement que tu as eu des situations conflictuelles? Mais parce que tu as eu des situations conflictuelles, que vous les avez réglées, maintenant tu sais comment ils se comportent, maintenant tu sais ce qu'il vaut. Et c'est ça qui va faire que ça crée des vrais amis. La même chose dans la relation de couple. Si tu n'as pas de conflit avec ton partenaire, c'est qu'à quelque part, vous êtes encore dans une zone un peu, comment dire, de rêve, loin de la réalité, qui va faire que un jour, ça va venir. Mais les conflits sont riches. Aussi, autre chose, lorsqu'on a des conflits, que chacun peut venir avec ses idées et peut les poser, ben, ça permet de créer quelque chose, de trouver des solutions plus intéressantes, plus originales. Donc, être dans cette situation où on va se chamailler un peu, mais constructivement, avec l'amour, comme je disais, on sait mutuellement sortir de notre zone de confort, c'est positif. Ça crée des solutions. Alors, ça améliore les relations, ça améliore l'esprit d'équipe, ça améliore la motivation. Tout ça, je pense que vous avez compris, mais c'est mesuré. Au niveau des sources de conflit, tu peux revenir sur ce que je t'ai posé comme exercice tout à l'heure. Quelles sont les sources, les raisons fondamentales du conflit? On peut estimer qu'il y a 3 types de sources. La première, c'est des structures, des règles, des procédures, des conditions, des choses qu'on a fixées ou qui devraient être fixées dans nos rapports, mais qui ne sont pas clairement fixées. Comme elles n'ont pas été clairement fixées, il y a des malentendus. Donc, la structure est mal définie. On ne s'est pas bien compris. Le deuxième, les blessures. Ça, c'est ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire que ce qui s'est passé me touche dans mes blessures ou te touche dans tes blessures, et naturellement, c'est quelque chose de sensible, ce qui fait qu'il y a une réaction qui est plus forte que la réelle. Et ce que j'ai touché, c'est juste le symptôme, mais la cause, ce qui est profond, ne vient pas en surface, d'accord? Et donc, ça crée tout ce qui est lié aux tensions, au harcèlement, tout ce qu'on a vu lié au vécu émotionnel difficile. Et puis, la dernière source de conflit, qui est celle qui est la plus intéressante, la deuxième, entre guillemets, elle est intéressante parce qu'elle nous permet d'aller soigner nos blessures et l'autre. Il faut aller les chercher, il faut aller trouver les vraies raisons. Et là, ça devient super intéressant. La troisième, c'est juste de comprendre que oui, on a des objectifs, on a une perception, on a des valeurs qui sont différentes. Et fine, c'est OK. Et parce qu'on est différent, oui, ça crée une situation où on est en tension. Mais youpi de cette tension. Tu es aussi bien que moi, tu fais le mieux que tu peux que moi, tu as aussi raison que moi. Donc à partir de là, comment on peut mettre tout ça ensemble? Voilà pourquoi un conflit, c'est super intéressant. Alors, il y a des profils, il y a 6 profils de gestion de conflit. Il y a un questionnaire qui est proposé sur Pronote. Tu vois le lien sur le questionnaire. Autre exercice, prends le lien de ce questionnaire, fais-le et on en reparlera lors de la prochaine session. Au niveau du conflit, il y a une attitude où on peut, rappelez-vous, on veut du win-win, on veut du gagnant-gagnant. Alors, comment faire? Ben oui, naturellement, on commence par ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire pause. D'accord? Puis on va observer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'observer? Si vous vous rappelez, je suis dans la pause et je veux aller vers l'autre, donc je vais me conditionner positivement. Ça veut dire que je vais aller voir ce qu'il a de sympa à l'autre. Je vais construire dans ma tête déjà, OK, il m'a énervé jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce que j'apprécie chez lui? Et donc, on va trouver le truc sympa pour se conditionner positivement. Et puis, aller connecter et observer mes émotions. Comment je me sens par rapport à cette situation? Pause, observe. Et je me prépare. Une fois que je suis là, ben, je vais commencer par dire à l'autre, voilà, je t'apprécie pour telle et telle chose. Et voilà comment je me sens. Voilà mes émotions. C'est comme ça qu'on rentre en contact. Ensuite, pourquoi on a un drapeau blanc lorsqu'on a la guerre et que quelqu'un vient avec un drapeau blanc? Quand on est avec le drapeau blanc, ça vient justement dire on est d'accord, on est en guerre et on veut faire la paix. Mais nous, on doit faire la même chose. Nous, on doit aussi dire, attends, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on a une situation où il y a de la tension entre nous? Et deuxième chose, est-ce que tu as envie de régler cette situation? Est-ce que tu as envie qu'on évolue par rapport à ça? On s'enrichisse? C'est dire aux deux, on a l'intention de faire la paix.
Et ça, c'est hyper important de le poser tout de suite. Là, il y a deux possibilités. D'accord? Soit un, il dit, ouais, moi aussi j'ai envie. Et quand on a envie, à ce moment-là, on va chercher les vraies raisons. Où est-ce qu'elles sont les vraies raisons de conflit? Et on a vu sur la structure, soit les blessures, soit les intérêts communs. Donc, à partir de là, on pourra construire. Donc, si l'autre dit non, 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 moi, je n'ai pas envie, là, on peut faire quelque chose, c'est lui dire, OK, j'entends que tu n'as pas envie. Est-ce que tu es d'accord qu'on réfléchisse 2 minutes sur les conséquences? Si on continue notre situation comme ça, si on continue nos rapports comme ça, quelles seront les conséquences pour toi? Quelles seront les conséquences pour moi? Est-ce que tu es d'accord qu'on prenne un petit moment pour réfléchir? Et on va chercher les conséquences agréables, puis on va chercher les conséquences désagréables. Puis une fois qu'on a pris un peu de temps et qu'on a défini ça, on pose simplement la question, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce que là, on est plus conscient de qu'est-ce qui se passera si on ne le règle pas. Et puis si on ne veut pas le régler, on ne le réglera pas. Puis on verra bien comment ça se passe. D'accord? Mais en règle générale, ça peut aider en réfléchissant aux conséquences. Et puis une fois qu'on a trouvé les causes de notre conflit, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est juste des blessures, rappelez-vous, de la structure, des règles ou des intérêts, des perceptions, des objectifs différents. Une fois qu'on a pu poser ça, ok, voilà, ça c'est comment moi je vois les choses, comment moi je perçois les choses, comment je ressens les choses, comment toi tu les ressens. Et une fois qu'on a mis tout ça sur la table, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer quelque chose, un win-win. On va assembler tout ça et construire quelque chose ensemble. C'est là que ça devient super intéressant. Et puis bien sûr, les derniers points, selon la problématique du conflit, on va essayer de structurer une démarche pour qu'on s'engage, ok, voilà ce qu'on va faire, et on contrôle, et on se félicite. Donc tout ça, c'est un peu plus opérationnel. J'aimerais maintenant venir sur une technique qui s'appelle la communication bienveillante ou non violente, qui est une super technique de communication. Elle vient d'un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et lui, ce qu'il dit, c'est justement cette connaissance, cette communication bienveillante, c'est servir l'autre en toute liberté pour contribuer à son bien-être. Quand je dis que les nouveaux guerriers, on veut influencer, inspirer les autres avec le meilleur d'eux-mêmes, c'est ça. Être là au service, sans obligation, sans contrainte. Je suis juste un phare, tu fais ce que tu veux. Et contribuer à ce que toi, tu sois bien. Parce que si toi, tu es bien, tout le monde sera bien. Nos rapports seront bien. Ouais, c'est ça la bienveillance. Il dit bien, ça vient du cœur. D'accord ? Et notre objectif, ce n'est pas de gagner. Non, notre objectif, c'est d'évoluer vers qui nous sommes vraiment. Et bien sûr, je n'essaye pas de t'imposer, de te manipuler. Il n'y a pas une contrainte qui va me guider. Et je ne vais pas utiliser des esprits manipulatoires comme là, je profite de te culpabiliser, de te faire peur, ou de faire honte ou bien de te faire envie pour que tu commences à bouger. Pas ça du tout la communication non violente. Mais la communication bienveillante qui se passe en 6 étapes. Donc la première, c'est la pause. On connaît très bien ça. Good. Deuxième, l'observation. On a vu, on observe nos ressentis, nos émotions, nos pensées. Et là, on va aussi observer les faits, concrètement les faits extérieurs. Et donc, on veut être le plus factuel possible. Quand je dis factuel, c'est-à-dire tout ce que je perçois par mes sens et le temps et l'espace. Et donc, on va faire très attention lorsqu'on va identifier une situation et observer la situation extérieure, de ne pas mettre des interprétations ou des jugements de la situation. D'accord ? Je donne un exemple. Tu es arrivé en retard, le t'es arrivé en retard n'est pas factuel. Tu es arrivé à 7 heures alors qu'on avait prévu de se voir à 6h30, c'est factuel. Donc, c'est ça qu'il va falloir être attentif de communiquer lorsqu'on va préparer une communication bienveillante, d'être le plus factuel possible et ne pas commencer à juger ou passer des messages qui sont judgmental. Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est partager nos émotions. Donc, voilà comment je me sens. Et là aussi, on a fait un bon travail. Rappelez-vous, tu as la feuille des émotions pour aller identifier quelle est l'émotion qui te touche à ce moment-là. Au niveau de l'interprétation des phénomènes et en particulier du ressenti, on doit faire un peu attention à, lorsqu'on va parler de l'autre, comment est-ce qu'on va interpréter ces actes. Donc nous, ce qu'on veut éviter, c'est de laisser de l'espace pour qu'on puisse donner ou faire croire qu'on va juger ou interpréter l'observation qu'on a faite des comportements de l'autre.
Donc, lorsqu'on vient sur « je me sens », mes émotions, on va éviter des mots comme tiens, ben, je me sens abandonné, ou je me sens délaissé, ou je me sens pas entendu, je me sens pas vu, je me sens… qui voudrait dire que l'autre a eu une action délibérée de ne pas nous regarder, de nous laisser, de nous abandonner. À ce moment-là, si on le fait, ça va activer chez lui ses mécanismes de défense. Donc, on pourra dire, oui, dans les émotions, ben, je me suis senti triste, je me suis senti seul, je me suis senti, à l'inverse de je me suis senti abandonné. D'accord? Je pense qu'on comprend la finesse des observations du ressenti. Et puis là, vous avez une liste de mots qui interpréteraient un comportement négatif, intentionnel de l'autre. On veut éviter tout ça. D'accord? On reste sur mes ressentis à moi. Alors, rappelez-vous, je vous ai demandé de faire un exercice des besoins non satisfaits de 3 à 5 personnes autour de vous pour identifier, tiens, qu'est-ce qui s'était passé concrètement et quels ont été les besoins qui n'étaient pas satisfaits. Donc voilà, je te recommande d'aller retourner là-dedans et puis de commencer une phrase en imaginant que tu vas aller rencontrer cette personne et que tu vas lui dire, voilà, lorsque tel fait concret se passe, je me sens comme ça, donc l'émotion, parce que j'ai besoin de ceci, et le besoin que tu as identifié. Ça te fait une phrase, lorsque ceci se passe, moi je me sens comme ça, et parce que j'ai besoin de ça. D'accord? Et je t'encourage à essayer de construire cette phrase. Voilà, prends un petit moment et construis cette phrase. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'une fois qu'on a exprimé, qu'on a fait la pause, qu'on a ressenti, observé les faits, nos émotions, nos pensées, nos sensations physiques, qu'on a partagé les faits, les émotions et qu'on a partagé les besoins, vient maintenant une demande. Et c'est une demande gratuite, c'est une demande qui vient du cœur. C'est une demande où moi je place quelque chose dans notre espace relationnel, non pas une exigence. C'est juste, voilà ce qui serait bon pour moi ou ce que moi j'aurais besoin pour être satisfait. Maintenant, toi, tu es libre de faire ce qui est juste pour toi. Donc, c'est important que toi, tu viennes aussi poser ton besoin, ta nécessité, ce qui serait bon pour toi. Et à partir de là, on va pouvoir créer. Donc, lorsque je vais faire ma demande, je vais essayer d'être le plus positif possible et le plus clair possible. Et quand je dis clair, c'est-à-dire que si je te demande, voilà, ben, j'aimerais que la prochaine fois, si tu es en retard, je prends cet exemple-là, tu puisses m'appeler au minimum à l'heure qu'on avait prévu de se rencontrer, mais idéalement 1 heure avant, pour que tu puisses me dire que tu n'arriveras pas à venir ou que tu auras du retard. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Et puis, être prêt à ce que l'autre dise, ben, ce que tu me demandes, ce n'est pas possible pour moi. Et puis, c'est OK si ce n'est pas possible comme ça. Comment est-ce qu'on va trouver une solution ensemble pour que toi, tu satisfasses ton besoin et que moi, je satisfasse mon besoin. Puis c'est là que vient la co-création dont je parle. D'accord? Donc, continue la phrase, simplement. Lorsque tu fais, voilà ce que je ressens, voilà parce que j'ai ce besoin, et je te demande, ou je te propose, ou je te suggère de. Voilà. Finis cette phrase concrète pour la préparer. Maintenant, une fois que tu as fini de préparer ces phrases, je vais te proposer encore quelques petits exercices de pratique. D'accord? D'abord, avant peut-être d'aller voir les personnes en question, mais si tu te sens suffisamment confiance, va les voir et amuse-toi avec ces phrases-là, avec ce que tu as préparé. Tu peux aussi regarder des emails récents et voir comment tu as répondu à des emails que tu te sentais un petit peu agressé, où tu te sentis que c'était un peu difficile. Comment tu as répondu? Et comment tu pourrais maintenant reprendre cet email et puis essayer de le réécrire en disant, tiens, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me sens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je te demande. Et voir comment tu peux mettre cette structure en place dans les emails. Ça, c'est facile, tu peux te préparer. Tu peux aussi, ça c'est un autre exercice, alors soit parmi les 3 à 5 personnes que tu as identifiées, à qui tu expliques qu'est-ce que c'est que cette communication bienveillante ou non violente,
et que tu lui suggères, tu lui demandes de devenir un peu ton cobaye et que tu t'amuses avec cette personne de régulièrement arriver en disant attends, laisse-moi voir. Ah oui, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me sens, voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce que je te demande. Et d'essayer de pratiquer cette phrase régulièrement et de voir comment ça se passe, que tu l'utilises comme étant un petit peu un sounding board, une pratique. Alors tu peux le faire avec la personne, une des 3 à 5 personnes, tu peux aussi le faire dans ton groupe, le groupe avec lequel tu travailles maintenant, et de vous dire, OK, bon, on va s'amuser ensemble, et puis voilà, tiens, et on pratique la formule de la communication bienveillante. Et puis, peut-être aller voir aussi maintenant quelqu'un avec lequel c'est un peu plus difficile dans ton entourage, avec lequel tu as un conflit un peu plus profond, un peu plus subtil, avec qui tu as peut-être besoin de dire quelque chose ou de demander quelque chose, mais tu sais que ça n'est pas évident, tu sais que tu as déjà essayé, tu sais que c'est quelque chose de sensible chez l'autre. Et là, de nouveau, avec l'énergie du cœur, avec cet amour que tu as au fond de toi, d'oser créer, retourner ce rapport, créer avec cette personne la sympathie, lui dire combien elle est importante pour toi, lui dire que ouais, vous vivez quelque chose où il y a peut-être un petit conflit ou peut-être quelque chose qui n'est pas toujours aussi facile à vivre et que tu aimerais bien que ça s'améliore. Et lui demander si lui aussi ou elle aussi, elle a aussi envie que ça s'améliore. Et lui dire que tu as voilà, une manière que tu as envie de partager avec lui. Et donc d'inciter ensemble, de dire, OK, ben voilà, parlons déjà des faits concrètement. Qu'est-ce que selon toi, il se passe ou il s'est passé? Qu'est-ce que selon moi, il se passe ou il s'est passé? Déjà, tombons d'accord sur les faits et ajustons le cas échéant. Mais restons bien factuels. Et là, il va falloir être très attentif qu'on reste factuel. Une fois qu'on est là, ben, prenez la feuille des émotions et puis dites, OK, ben, on va voir. Voilà, moi, comment est-ce que je me sens et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Et essayez d'être plus au clair et de partager sur vos émotions. Une fois qu'on est là, tu peux reprendre les feuilles des besoins et tu peux lui dire, ben voilà, moi, j'ai identifié que j'ai ce besoin. Et toi, quel besoin tu as? Et lui donner la feuille des besoins et l'accompagner à ce qu'il définisse son besoin. Et puis, au final, de dire, ben, prends un moment pour ressentir et dire, mais de quoi tu aurais vraiment, qu'est-ce que tu veux me demander? Parce que moi, voilà ce que j'aimerais te demander, ou te suggérer qu'on fasse, ou te proposer qu'on fasse, et de le poser dans l'espace. Et puis après, laisser l'autre faire la même chose. Et puis voir comment vous arrivez à créer quelque chose de nouveau, un win-win, cette co-création. Voilà la proposition pour ces prochains jours. Donc, longue session aujourd'hui et je te remercie d'avoir été aussi présent. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. L'exercice que je te recommande de faire, que je t'ai proposé de faire, je t'encourage à les faire. Il reste peu de temps. Joue avec et on pourra en reparler. Allez, à très bientôt.